Intoxication dans les bras de sa maîtresse, le mari sans cœur ignota les textos désespérés qui inondaient son téléphone. L'un d'eux provenait de sa femme. Il ne le savait pas, mais c'était. Léandre ignora le message de sa femme, sans savoir que ce seraient les derniers mots qu'elle lui enverrait. Le robinet de la salle de bain gouttait depuis 3 semaines. Séraphine l'entendait chaque nuit depuis le lit. Goutte, goutte, goutte. Mais elle n'en avait jamais parlé. Léandre avait des choses plus importantes à gérer. Il en avait toujours. Il était 21h un mardi de novembre à Paris, et le vent glacé et humide s'infiltrait par les fenêtres de leur appartement du Marais, comme toujours à cette période de l'année. Séraphine était dans la cuisine, appuyée contre le plan de travail en marbre que Léandre avait choisi 5 ans auparavant sans la consulter, sentant la douleur dans son côté droit revenir, comme un animal dormant qui se réveille quand bon lui semble. Elle se mordit la lèvre. Ce n'était rien. Sûrement rien. Léandre était rentré du travail 2 heures auparavant, avait pris une douche, avait troqué le costume bleu marine de marque qu'il portait pour les dîners importants, et se tenait maintenant devant le miroir de l'entrée. Ajustant sa cravate avec cette précision millimétrique qu'il appliquait à tout, sauf à elle. « Tu sors ?» demanda Séraphine, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Dîner avec des investisseurs, je te l'ai dit ce matin. » Il ne le lui avait pas dit, mais peu importait. Il vaporisa son eau de Cologne, celle qui sentait le bois précieux et les promesses brisées, et attrapa ses clés de voiture dans le bol en forme de taureau près de la porte. Le même bol où Séraphine laissait les factures impayées parce qu'il ne les touchait jamais. « Ne m'attends pas. » La porte se referma avant qu'elle ne puisse répondre. L'appartement sombra dans le silence. Le silence habituel, celui qui sentait le café filtre réchauffé du matin et les restes de pâtes qu'elle avait mangés seule, debout à 15 heures, fixant son téléphone sans rien voir réellement. Séraphine posa ses mains sur le comptoir et ferma les yeux. La douleur était comme un poing qui se serre lentement, pressant fort, puis se relâchant. Cela durait depuis des mois, des semaines où ça s'aggravait, des jours où ça disparaissait presque. Elle avait essayé de le dire à Léandre 3 fois. La première fois, tu es juste stressé. La deuxième, va voir un médecin si tu t'inquiètes autant. La troisième, Séraphine, tu as toujours quelque chose qui ne va pas. Après cela, elle cessa d'en parler, car Séraphine Vance avait appris il y a longtemps que dans son mariage, il y avait peu de place pour les problèmes. Léandre occupait déjà tout cet espace avec les siens. Elle se versa un verre d'eau du robinet, l'eau parisienne au goût légèrement chloré, comme si elle contenait des traces de quelque chose qui ne devrait pas être là, et se dirigea vers le canapé. C'était le canapé d'angle gris qu'ils avaient acheté à l'IKEA de Vélizy un samedi pluvieux, à l'époque où ils faisaient encore semblant de prendre les décisions ensemble. Elle alluma la télévision sur une émission qu'elle ne suivait pas, mettant en scène un animateur aux dents trop blanches qui racontait des potins sur une séparation de célébrités. Séraphine augmenta le volume pour noyer le son du robinet qui gouttait. À 22h30, la douleur revint, beaucoup plus forte cette fois. Elle serra son côté, appuyant fort comme si elle pouvait la contenir avec sa paume. Elle prit une profonde inspiration, compta jusqu'à 10. Rien. Elle attrapa son téléphone et ouvrit les messages. Sa dernière conversation avec Léandre datait d'il y a 4 jours. Séraphine, je dîne à la maison ce soir. Séraphine tapa lentement, supprimant et réécrivant chaque mot. Léandre, il faut que tu lises ça tout de suite. Je ne vais pas bien. La douleur devient insupportable. Elle appuya sur envoyer. Distribuer. Elle attendit 1 minute. 5. Le statut passa à « lu », mais il n'y eut pas de réponse. À 50 km de là, dans un restaurant de steak haut de gamme à Saint-Germain-des-Prés, surplombant la Seine, Léandre Vance coupait un filet mignon dont il n'avait pas besoin, tandis que Sloane Beaumont parlait de quelque chose qu'il n'écoutait pas vraiment non plus. Sloane avait 30 ans. Ses cheveux bruns étaient relevés en une queue de cheval haute qui mettait en valeur les boucles d'oreilles en or qu'il lui avait achetées 2 semaines auparavant, et elle avait une façon de rire qui faisait tourner la tête de tous les hommes du restaurant. Elle le savait et elle aimait qu'il le sache. « Tu m'écoutes seulement ?» demanda-t-elle, tamponnant ses lèvres avec une serviette tachée de rouge sombre. « Oui, je suis là. » Pourquoi cette mine ?
Léandre sourit. Sloan était comme ça, direct. Pas de drame, pas de silence gênant au milieu du dîner, pas de regard triste quand il arrivait en retard. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit, jetant un coup d'œil à l'écran. Séraphine. Sloan haussa un sourcil. C'est elle? Léandre soupira, posa le téléphone face contre table à côté de son assiette et prit son verre de vin. Je regarderai ça plus tard. C'est toujours quelque chose, n'est-ce pas, dit Sloan, se penchant en avant avec ce sourire qui savait exactement ce qu'il faisait. Une minute elle a mal à la tête, la suivante elle est fatiguée, la suivante elle a besoin que tu rentres. Ce n'est jamais vraiment sérieux, n'est-ce pas? Chaque fois que nous sortons, elle t'envoie des messages comme si elle ne pouvait pas passer 2 heures sans te surveiller. Léandre ne répondit pas. Il coupa juste un autre morceau de steak. Sloan avait raison. Séraphine avait toujours besoin de quelque chose. Il y avait toujours un problème. Il y avait toujours une raison pour qu'il se sente coupable de ne pas être là. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, il ne regarda pas. De retour dans l'appartement du Marais, Séraphine était sur le sol de la salle de bain. Elle ne se souvenait pas comment elle était arrivée là. Elle se souvenait d'avoir essayé de se lever du canapé, de sentir ses jambes flancher, puis le choc glacial des carreaux du sol contre sa joue. La douleur n'était plus un point. C'était un couteau, que quelqu'un tournait lentement, délibérément, s'assurant qu'elle ressente chaque millimètre de mouvement. Elle luttait pour respirer. Sa chemise, un vieux t-shirt en coton qu'elle portait à la maison, était trempée de sueur. Ça sentait la peur, cette sueur froide que le corps produit quand il sait que quelque chose ne va vraiment pas. Avec des mains tremblantes, elle attrapa son téléphone. Léandre, je ne t'ai jamais rien demandé, mais j'ai peur en ce moment. Distribuer. Puis, lu. Rien. 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 Elle fixa l'écran, attendant que la bulle de saisie apparaisse. Elle n'apparut jamais. Elle laissa tomber le téléphone. Le robinet continuait de goutter. Au restaurant, Léandre demanda l'addition. Sloan sourit, passant sa langue sur ses dents comme si elle venait de gagner un prix. On va chez toi, demanda-t-elle, jouant avec sa boucle d'oreille. Ou à l'hôtel. Sloan se leva, attrapa son sac Prada, un autre cadeau de sa part, et attendit qu'il pose sa main sur le bas de son dos pour la guider vers la sortie. Le téléphone de Léandre vibra à nouveau. Sloan le vit. Léandre serra la mâchoire, sortit le téléphone et lut l'aperçu sur l'écran verrouillé sans ouvrir le message. Puis il le rangea. Elle ne comprend vraiment pas que j'ai besoin d'espace. Bien sûr que non, dit Sloan alors qu'il montait dans sa voiture. Pourquoi la laisses-tu faire? Si c'était moi, j'aurais clairement fait comprendre que nous avons tous les deux nos propres vies. Léandre démarra le moteur. La voiture sentait le cuir neuf et ce parfum cher que Sloan portait aussi. Il se dirigea vers un hôtel de luxe sur les Champs-Élysées où il réservait toujours une chambre quand il avait besoin d'une excuse pour ne pas rentrer à la maison. Il ne regarda plus son téléphone de la nuit. À 3 heures du matin dans l'appartement, Séraphine était toujours sur le sol de la salle de bain. Elle ne pleurait plus. Elle n'en avait plus la force. Elle ramassa son téléphone une dernière fois. Ses doigts répondaient à peine. Elle tapa lentement, supprimant 3 fois parce que les lettres ne cessaient de nager sur l'écran. Si tu ne peux pas venir, ce n'est pas grave. Je me débrouillerai. Elle appuya sur envoyer, laissa tomber le téléphone à nouveau, ferma les yeux, puis elle hurla. C'était un hurlement qu'elle ne savait pas avoir en elle. Un hurlement qui fit que sa voisine du dessus, Madame Dubois, qui vivait dans l'immeuble depuis 20 ans et ne se mêlait jamais des affaires des autres, laissa tomber la tisane de camomille qu'elle préparait et se précipita pour appeler son mari. Arthur appela le 17. Je crois que quelque chose ne va pas avec la fille du dessous. L'ambulance mit 12 minutes à arriver. 12 minutes pendant lesquelles Séraphine essaya de respirer, de compter pour ne pas perdre connaissance. Quand les ambulanciers forcèrent la porte, un jeune homme avec un fort accent provincial et une femme aux cheveux tressés serrés, ils trouvèrent Séraphine allongée sur le côté, serrant son abdomen, ses lèvres d'un blanc pur et ses yeux grands ouverts, fixant le plafond.
Comment vous appelez-vous, ma chérie, demanda la femme, s'agenouillant à côté d'elle. Séraphine. D'accord, Séraphine, pouvez-vous montrer où ça fait mal? Elle pointa son côté droit. Depuis combien de temps avez-vous mal? Des mois. Le jeune ambulancier et la femme échangèrent un regard. Nous l'emmenons à l'hôpital Georges Pompidou. Ne bougez pas, ma belle. Ils la chargèrent sur le brancard. L'appartement fut laissé vide, la télévision toujours allumée, le robinet goûtant et le téléphone de Séraphine gisant sur le sol de la salle de bain avec un écran fissuré et 3 messages non répondus. Sur l'écran, les petits accusés de lecture étaient toujours là. Lus, mais ignorés. L'hôpital Georges Pompidou sentait le désinfectant bon marché et le café de machine. Séraphine ouvrit lentement les yeux, ses paupières semblant peser 22 kilos chacune. La lumière au plafond était d'un blanc stérile aveuglant, et cela faisait physiquement mal de la regarder. Elle ne savait pas où elle était. Puis elle se souvint de tout d'un coup. Le sol de la salle de bain, la douleur, les cris, l'ambulance. Elle essaya de changer de position. Une vive piqûre perçante dans son côté droit lui rappela que ce n'était pas une bonne idée. Elle avait une perfusion dans le bras gauche reliée à une poche de sérum physiologique suspendue à une potence métallique. La pièce était petite avec des rideaux d'intimité vert pâle qui n'atteignaient pas tout à fait le sol et un fauteuil en vinyle vide à côté de la fenêtre. Elle tourna la tête. Sur la table de chevet se trouvait son téléphone. Écran fissuré, 3% de batterie. Elle le ramassa d'une main tremblante. 4 messages non lus. Aucun de Léandre. Un de sa mère. Comment vas-tu, ma chérie? Un de sa voisine, Madame Dubois. Séraphine. Les ambulanciers ont demandé votre mari. Je leur ai dit qu'il était en voyage d'affaires. Un autre de sa banque, rappel, paiement en attente. Séraphine ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Sa poitrine lui faisait mal d'une manière complètement différente maintenant. Ce n'était plus physique. C'était pire. La porte s'ouvrit. Une infirmière avec une queue de cheval blonde et des cernes sous les yeux entra, tenant une tablette. Oh, vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Que m'est-il arrivé? Colique néphrétique. Vous aviez un calcul rénal de la taille d'un pois chiche. Nous vous avons donné de puissants analgésiques et nous allons faire d'autres tests. L'infirmière vérifia sa perfusion, tapa quelque chose sur la tablette, puis la regarda avec ce mélange de professionnalisme et de pitié que Séraphine connaissait déjà trop bien. Votre mari est-il en route? Séraphine prit un moment pour répondre. L'infirmière vérifia sa perfusion. Je ne sais pas. Je l'ai appelé. Je lui ai envoyé un message. L'infirmière ne dit rien. Elle posa une petite tasse de glaçons sur la table et quitta la pièce sans se retourner. Séraphine reprit son téléphone et ouvrit ses messages. Les 3 textos étaient toujours là. Les accusés de lecture la fixaient comme une accusation. Lu à 22h47. Il était maintenant 6h30 du matin. 8h. Léandre avait lu ses messages 8 heures auparavant et n'avait pas répondu, n'avait pas appelé, n'était pas venu. Elle composa son numéro. Ça sonna 5 fois, puis passa à la messagerie vocale. Vous êtes bien chez Léandre Vance. Laissez un message. Elle raccrocha. Compas à nouveau. Messagerie vocale. Elle laissa tomber le téléphone sur les draps blancs qui sentaient l'eau de javel industrielle. Elle fixa le plafond, comptant les faibles taches d'eau. Cette tache en forme de continents inventés. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était un jeune médecin avec des lunettes rondes et une blouse blanche un peu trop grande. Bonjour, Séraphine. Je suis le docteur Moreau. Comment allons-nous? Vivante. Le médecin esquissa un sourire compatissant. Vous avez un calcul rénal de 8 mm. Il est assez gros, c'est pourquoi la douleur était si intense. Nous allons voir si vous pouvez l'expulser naturellement, mais si vous ne vous améliorez pas dans les prochaines heures, nous devrons opérer. Opérer? Une procédure simple, mais oui, au bloc opératoire.
Séraphine hocha lentement la tête. Le médecin vérifia son dossier sur la tablette, prit une note, puis lui jeta ce regard que les médecins donnent lorsqu'ils doivent poser une question inconfortable. Y a-t-il quelqu'un qui puisse venir s'asseoir avec vous, de la famille? Votre mari sait-il que vous êtes ici? Oui. Le médecin attendit qu'elle en dise plus. Séraphine ne dit rien. D'accord. Eh bien, vous serez en observation pendant quelques heures. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appuyez sur le bouton d'appel. Il désigna la télécommande accrochée à son lit et partit. Séraphine était de nouveau seule. Seule dans une chambre d'hôpital qui sentait les maladies des étrangers, avec une aiguille dans le bras et un téléphone qui ne sonnerait pas. À 7 heures du matin, dans une chambre d'hôtel avec vue sur la Seine, Léandre Vance se réveilla avec la bouche sèche et un mal de tête pulsant derrière les yeux. Sloane était endormie à côté de lui. Ses cheveux bruns étalés sur l'oreiller, un bras drapé sur sa poitrine. Les draps la couvraient à peine, sentant son parfum mélangé à l'odeur du sexe de la nuit dernière. Léandre s'assit lentement, essayant de ne pas la réveiller. Il attrapa son téléphone sur la table de chevet. 32 notifications, 13 emails, 8 appels manqués, tous de Séraphine, et un texto de la voisine, Madame Dubois, Monsieur Vance, votre femme est à l'hôpital Georges Pompidou. Elle a été emmenée en ambulance tôt ce matin. Il sentit son estomac se nouer. Il lut le message 3 fois, comme si fixer les mots assez longtemps les changerait par magie. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Sloane à moitié endormi, roulant vers lui. Séraphine est à l'hôpital. Sloane ouvrit les yeux. Quoi? La voisine dit qu'ils l'ont emmenée en ambulance. Je dois y aller. Sloane s'assit, tirant le drap sur sa poitrine. Sérieusement, Léandre, elle a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est sûrement juste une autre de ces simagrées pour attirer l'attention. Ils l'ont emmenée en ambulance, Sloane. D'accord. Mais Sloane passa une main dans ses cheveux, visiblement frustré. Écoute, je ne veux pas être la méchante ici, mais c'est toujours la même chose. Chaque fois que nous sommes ensemble, elle sort quelque chose pour que tu reviennes en courant. Léandre ne répondit pas. Il s'habilla en silence. La chemise froissée de la veille, le pantalon de costume qui sentait le steakhouse, les chaussures chères qu'il avait enlevées près de la porte. Sloane le regarda depuis le lit, les bras croisés. Tu reviens? Je ne sais pas. D'accord. Léandre fourra son portefeuille dans sa poche, attrapa ses clés et quitta la pièce sans un regard en arrière. Dans l'ascenseur, il ouvrit enfin les messages de Séraphine. Léandre, il faut que tu lises ça tout de suite. Je ne vais pas bien. La douleur devient insupportable. Je ne t'ai jamais rien demandé, mais j'ai peur en ce moment. Si tu ne peux pas venir, ce n'est pas grave. Je me débrouillerai. Les mots le frappèrent comme des coups physiques. Il serra son téléphone si fort que ses phalanges blanchirent. L'ascenseur tinta dans le hall. Il traversa l'étendue de marbre blanc et de lustre en cristal, ignorant le concierge qui lui souhaitait un bon matin, et sortit sur les Champs-Élysées. Paris se réveillait. Les premiers bus de la RATP grondaient sur l'avenue. Un groupe de touristes avec d'énormes sacs à dos se blottissait près d'un arrêt de bus. Un vendeur installait un chariot de café près du pont. Léandre monta dans sa voiture et se dirigea vers l'hôpital Georges Pompidou, l'estomac noué, son cerveau rejouant la même phrase en boucle. Je me débrouillerai. Quand Léandre entra dans la chambre d'hôpital, Séraphine était réveillée, fixant le plafond comme si elle comptait quelque chose que seule elle pouvait voir. Elle tourna la tête quand elle l'entendit entrer. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle ne dit rien. Léandre se tint maladroitement près de la porte, les mains dans les poches, ne sachant que faire de son propre corps. Séraphine, commença-t-il. Quelle heure est-il? Demanda-t-elle, sa voix entièrement neutre. Il est 8h30. Silence. Léandre fit un pas vers le lit. Je ne savais pas que c'était si grave. Si j'avais su, je t'ai envoyé un message, interrompit Séraphine, sa voix ne montant jamais en volume, 3 fois. Je sais, mais je pensais, tu pensais?
Léandre ouvrit la bouche, puis la referma. Rien de ce qu'il pouvait dire n'allait paraître acceptable. Je pensais que tu exagérais. Séraphine laissa échapper un rire court et sec, entièrement dénué d'humour. Bien sûr que tu le pensais, Léandre. Je suis désolée. Où étais-tu? La question resta suspendue dans l'air stérile comme de la fumée. Léandre déglutit difficilement. Dîner avec des investisseurs. Jusqu'à 8 heures du matin? Silence. Séraphine le fixa, ses yeux épuisés, secs, sans larmes. Avec qui étais-tu, Léandre? Personne. Je te l'ai dit. Ne me mens pas. Séraphine, ne lève pas la voix. Son ton resta bas, ferme, dénué de rage. C'est ce qui terrifiait le plus Léandre. Je suis allongé dans un lit d'hôpital parce que mon corps a décidé qu'il était temps de crier, puisque tu ne m'écoutais pas. Alors, ne me dis pas de baisser la voix. Léandre recula comme s'il avait été giflé. La porte s'ouvrit. La même infirmière de tout à l'heure entra, portant un plateau de médicaments. Ah, le mari nous fait enfin l'honneur de sa présence, dit-elle, son ton dégoulinant de venin poli. C'est gentil. Elle laissa les pilules sur la table, vérifia la perfusion de Séraphine et sortit sans un mot de plus. Léandre s'enfonça dans le fauteuil en vinyle, celui qui était resté vide toute la nuit. Qu'a dit le médecin, demanda-t-il, essayant de paraître inquiet. Que j'ai un calcul rénal. Si je ne l'expulse pas, ils m'opéreront. Silence à nouveau. Séraphine prit son téléphone et regarda l'écran. Une pensée soudaine lui traversa l'esprit. Elle ouvrit Instagram. Elle alla sur le profil de Léandre, regarda sa liste d'abonnements et chercha un nom qu'elle se souvenait avoir vu apparaître sur son MacBook quelques semaines auparavant, lorsque son e-message était ouvert. Elle était là. Sloane Beaumont. Son compte était public. Séraphine cliqua sur sa story. Le succès ne se mendie pas, il se construit. Une photo de 2 verres de vin dans un restaurant de steak de Saint-Germain-des-Prés. Horodatage, 10 heures auparavant. Puis une autre story. Un selfie de Sloane avec sa queue de cheval haute et ses boucles d'oreilles en or, dans un peignoir d'hôtel luxueux. Horodatage, 3 heures auparavant. Exactement quand Séraphine hurlait à l'arrière d'une ambulance. Séraphine verrouilla son téléphone et prit une profonde inspiration. Maintenant, elle avait un nom, un visage et une certitude. Sloane n'était pas juste une maîtresse. C'était quelqu'un qui avait construit toute sa personne autour de l'idée qu'elle méritait plus, qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait. Et Léandre, avec sa richesse, son statut, sa vie parfaitement orchestrée, était exactement le genre de prix auquel elle se sentait en droit. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'ambition déguisée en romance. Et d'une certaine manière, cela piquait encore plus. Qu'a dit le médecin, répéta Léandre. Que j'ai un calcul rénal. Si je ne l'expulse pas, ils m'opéreront. Séraphine posa son téléphone sur les draps. Rentre chez toi, Léandre. Prends une douche. Change de vêtements. Tu sens un parfum qui n'est pas le mien. La tête de Léandre se releva. Séraphine, s'il te plaît. Laisse-moi. Je ne vais pas te laisser rester ici. Tu ne vas pas me laisser rester après que tu m'as déjà laissé seule, dit-elle, ouvrant grand les yeux et le regardant droit dans les siens, pendant des mois. Alors, peu importe que tu restes maintenant ou non. Ça ne change rien. Léandre ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans le regard froid et vide qu'elle lui lança le fit se taire. Il se leva lentement, ramassa ses clés de voiture sur le rebord de la fenêtre. Je reviendrai plus tard. Séraphine ne répondit pas. Léandre sortit de la pièce. La porte se referma doucement. Séraphine fixa à nouveau le plafond. Son téléphone vibra. Un texto de Madame Dubois. Vous allez bien, ma chérie? Si vous avez besoin que je vous apporte quelque chose, dites-le moi. Séraphine répondit. Je vais bien. Merci. Elle fixa les taches d'eau au plafond. Elle ne pleura pas. Elle ne hurla pas.
Elle resta simplement allongée et prit une décision. Elle ne savait pas exactement quelles seraient les prochaines étapes, mais elle avait décidé. L'infirmière revint. « Besoin de quelque chose, ma belle ?» Séraphine la regarda. « Oui, j'ai besoin de passer un coup de fil à un avocat. » Séraphine fut libérée 3 jours plus tard avec un sac de pharmacie rempli d'analgésiques, un rapport médical de 6 pages et une clarté mentale qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Madame Dubois insista pour la ramener à l'appartement. Elles montèrent dans l'ascenseur de l'immeuble, celui qui sentait le désodorisant au pain bon marché et avait un miroir rayé où quelqu'un avait gravé un logo des Chicago Cubs avec une clé. Sans beaucoup parler, Madame Dubois portait un sac Carrefour rempli de courses qu'elle avait achetées sans que Séraphine ne le demande, lait, pain, tomates, une bouteille de paracétamol. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, et je dis bien n'importe quoi, vous m'appelez, dit Madame Dubois lorsqu'elles atteignirent la porte de l'appartement. Merci. Et votre mari? Madame Dubois pinça les lèvres comme si elle retenait un torrent de mots qu'elle avait voulu dire pendant des jours. Eh bien, ce ne sont pas mes affaires. Non, dit Séraphine avec un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce ne le sont pas. Madame Dubois lui donna une accolade maladroite, le genre que les femmes âgées donnent quand elles ne savent pas comment aider autrement, et s'éloigna. Séraphine entra dans l'appartement. Silence. Le même silence que d'habitude, mais maintenant il semblait différent, comme si l'air avait changé de densité. Léandre n'était pas là. Il avait laissé une note sur l'îlot de cuisine, écrite de sa parfaite écriture de grande école privée. Parti au bureau. Rentrez ce soir. Nourriture au frigo. Séraphine froissa le papier et le jeta à la poubelle. Elle se tint au milieu du salon, regardant l'appartement comme si elle le voyait pour la première fois. Le canapé d'Anglicaa gris, la table basse avec des magazines d'architecture qu'il ne lisait jamais. Le lampadaire cher qu'elle avait toujours détesté mais que Léandre insistait être du milieu du siècle moderne. Les photos encadrées sur l'étagère. Leur mariage à Chamonix. Des vacances sur la Côte d'Azur. Un dîner de Noël avec sa famille. Tout cela était un mensonge. Pas un mensonge complet, mais un mensonge quand même. Elle s'assit sur le canapé, prit son téléphone et ouvrit une conversation par message avec sa cousine Clarisse, qui vivait à Lyon et travaillait comme avocate spécialisée en droit de la famille. « Clarisse, il faut que je te parle en personne. » La réponse 22 minutes plus tard. « Qu'est-ce qui ne va pas, Fina ? Léandre me trompe. »« Tu es sûre ? » ?»« Oui. »« Quand peux-tu venir ? » ?»« Demain. »« Parfait. Je t'attends à mon bureau à 11h. » Et Fina. « Quoi ? » ?»« Ne lui dis rien du tout pour l'instant. » Séraphine posa le téléphone sur la table basse, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle n'allait pas lui dire. Pas encore. Le lendemain matin, Séraphine prit la ligne TGV de la gare de Lyon jusqu'à Lyon. Le wagon était à moitié plein. Un groupe d'étudiants avec d'énormes sacs à dos riait trop fort. Une femme avec un bébé essayait désespérément de le calmer. Un homme en costume lisait les Échos sans lever les yeux. Séraphine s'assit près de la fenêtre et regarda la ligne d'horizon de Paris s'estomper, laissant place à des zones industrielles, des champs gelés et de petites villes dont elle ne se souvenait jamais des noms. Le train sentait le café éventé et les manteaux d'hiver humides. Elle ferma les yeux. La douleur dans son côté s'était atténuée, mais elle était toujours là, un rappel persistant que son corps avait été forcé de crier juste pour être entendu. Elle arriva à Lyon à 11h10. Clarisse l'attendait à la porte de son cabinet, un immeuble en briques près du 3e arrondissement, tenant 2 cafés et affichant l'expression sévère qu'elle réservait aux affaires sérieuses. « Cousine, tu as l'air horrible, » dit Clarisse, lui tendant un café latte. « Merci. Quand as-tu dormi pour la dernière fois ? » Je ne me souviens pas. Elles entrèrent dans le bureau de Clarisse, qui était élégant mais encombré de dossiers juridiques. Clarisse ferma la porte et s'assit derrière son bureau. Séraphine s'assit en face d'elle. « Raconte-moi tout. » Et Séraphine le fit. Elle lui raconta les messages ignorés, l'hôpital, les photos Instagram, le parfum étranger, les mensonges sur les investisseurs, les dîners tardifs,
les silences, le gaslighting, les « tu exagères », les « on en parlera plus tard », les années à se sentir incroyablement petite chez elle. Clarisse écouta sans interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes. Quand Séraphine eut fini, Clarisse posa son stylo. D'accord, nous allons diviser cela en 2 parties. L'émotionnel et le légal. Elle enleva ses lunettes, se frotta les yeux et les remit. Émotionnellement, ton mari est un fils de, on le savait déjà. Légalement, commença Clarisse. En France, la faute n'est pas le seul critère. L'adultère ne te garantit pas de le dépouiller complètement. Séraphine sentit son estomac se nouer. Alors, ils sentirent comme ça? Je n'ai pas dit ça, dit Clarisse avec un sourire de requin. Nous devons être plus intelligentes que lui. Nous allons l'attaquer pour dissipation des actifs matrimoniaux. S'il dépense de l'argent commun pour des chambres d'hôtel, des sacs Prada, des bijoux et des dîners de steak pour sa maîtresse, il doit rembourser cet argent à la communauté matrimoniale. De plus, les hommes comme Léandre comptent sur leur réputation impeccable pour leurs confrères de la finance. La menace que tout soit révélé lors de la découverte des preuves est généralement suffisante pour les faire transiger entièrement en votre faveur. Mais j'ai besoin que tu fasses exactement ce que je te dis. Que dois-je faire? D'abord, documente tout. Messages, photos, emploi du temps. S'il a un compte bancaire caché, il faut le savoir. L'appartement est à nos 2 noms. Nous l'avons acheté il y a 5 ans. Le prêt immobilier est partagé, bien que j'ai payé plus récemment car il prétendait que sa société avait des frais généraux élevés. Clarisse le nota. Pas d'enfant. Ça rend les choses plus claires. Elle regarda Séraphine droit dans les yeux. Veux-tu un divorce? La question plana dans l'air. Séraphine prit un moment pour répondre, non pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce que le dire à voix haute rendait la chose terrifiante. Oui, j'en suis sûre. Clarisse hocha la tête. Alors, nous faisons ça, n'est-ce pas? Pas d'éclat, pas de confrontation dramatique tant que nous ne l'avons pas totalement acculé. J'ai besoin que tu agisses de manière complètement normale. Retourne à Paris. Tiens-toi à ta routine. Ne lui donne aucune indication que tu sais quoi que ce soit. Combien de temps? 2 semaines? 3 au maximum. En attendant, j'engage un détective privé. Un détective privé, Clarisse? Je sais qu'il te trompe. Je te crois, mais un juge a besoin de preuves de l'endroit où l'argent est allé. Photo, date, lieu, reçu de carte de crédit. Il nous faut une trace écrite. Séraphine serra ses genoux. D'accord. Une autre chose. Ouvre un nouveau compte bancaire dans une autre banque, à ton nom seulement. Commence à y transférer ton salaire. Ne vide pas le compte joint, mais assure-toi une bouée de sauvetage au cas où il essaierait de te bloquer quand il le découvrira. Séraphine ressentit une pointe de peur. Il pourrait faire ça? Il pourrait essayer. C'est pourquoi nous serons plus rapides. Clarisse prit son téléphone, composa un numéro et attendit. Oui. Bonjour, monsieur Duval. C'est Clarisse. J'ai un travail pour vous à Paris. Oui, tout de suite. Merci. Elle raccrocha. Monsieur Duval est le meilleur de la région. Discret, rapide, ne pose pas de questions stupides. Coût, 1500 € d'avance, 500 € une fois le travail terminé. Séraphine déglutit difficilement. Je l'ai en économie. Bien. Je t'enverrai ses coordonnées par SMS. Appelle-le en rentrant et donne-lui tous les détails de Léandre. Clarisse se leva, contourna le bureau et s'appuya sur le bord devant Séraphine. Fina, tu vas bien? Séraphine laissa échapper un rire sans humour. Pas de questions stupides. Clarisse lui serra l'épaule. Mais tu vas l'être. Je te le promets. Ça va être difficile, mais tu t'en sortiras. Séraphine leva les yeux. Comment tu sais? Parce que je te connais depuis que nous avons 7 ans et que tu es tombé des barres parallèles et t'es cassé le bras. Tu te souviens ce que tu as dit quand j'ai essayé de t'aider à te relever? Je peux me relever toute seule.
Tu avais 7 ans, Fina. Tu savais déjà te sauver. Séraphine sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle ne pleura pas, mais elle était sur le point. Clarisse lui fit un câlin féroce qui sentait le café et le parfum de grands magasins haut de gamme. Ruinons ce salaud, dit Clarisse, mais avec style. Séraphine prit le train de 16 heures pour retourner à Paris. Cette fois, elle ne regarda pas par la fenêtre. Elle passa 1 heure et demie à lire des articles sur le droit du divorce en France, la répartition équitable et la dissipation des actifs. Quand elle arriva à la gare de Lyon, elle appela le détective. Monsieur Duval avait une voix grave et rauque, comme s'il fumait 2 paquets par jour. Il posa des questions directes. Nom complet du mari, adresse du domicile, adresse professionnelle, description physique, plaque d'immatriculation, emploi du temps habituel. Séraphine répondit sans hésitation. Vous savez qui est la fille, demanda monsieur Duval. Je crois. Elle s'appelle Sloane Beaumont. Elle travaille dans la finance ou le conseil. Compris. Donnez-moi 1 semaine. 1 semaine? S'il est aussi arrogant que vous le dites, il ne se cachera pas très bien. Ils raccrochèrent. Séraphine prit la ligne 7 du métro jusqu'au Marais. Le wagon était bondé de navetteurs rentrant chez eux. Ça sentait les manteaux en laine humide et la gomme à la menthe poivrée. Un gars avec une guitare jouait une reprise acoustique d'un groupe de rock des années 90, un peu faux. Personne ne le regardait. Quand elle sortit dans la rue, il faisait déjà nuit. Les vitrines étaient éclairées. Un bar de quartier était bondé de gens qui riaient, buvaient des bières artisanales, se plaignaient du froid. Séraphine marcha lentement vers son immeuble, monta et déverrouilla la porte. Léandre était sur le canapé avec son mugbook sur les genoux et un verre de vin rouge à la main. « Salut », dit-il sans lever les yeux. « Où étais-tu ? » « Juste une promenade. »« Besoin d'air. »« Tu te sens mieux ? » ?»« Oui. » Léandre hocha la tête, les yeux rivés sur son écran. Séraphine se tenait dans l'entrée, le regardant. Ses cheveux parfaitement coiffés, sa chemise blanche impeccable, ses mocassins coûteux jetés près de la porte. Tout en lui criait contrôle, perfection, tromperie. « Tu veux que je prépare le dîner ?» demanda-t-elle. « Non, j'ai commandé une pizza épaisse. J'en ai déjà mangé quelques tranches. »« D'accord. » Séraphine entra dans la cuisine, ouvrit le réfrigérateur. Il y avait une boîte d'une pizzeria réputée sur l'étagère. Elle attrapa une tranche froide, la mangeant debout en regardant par la fenêtre dans l'allée où un voisin luttait pour traîner une poubelle dans la boue. Son téléphone vibra. Un texto de Clarisse. « Comment s'est passé avec monsieur Duval ? » ?»« Bien. Il dit qu'il a besoin d'1 semaine. »« Parfait. Comment agis-tu ? » ?»« Totalement normal. »« Bonne fille. Continue comme ça. N'oublie pas, il ne sait pas que tu sais. » Séraphine rangea son téléphone, finit sa pizza, se lava les mains avec du liquide vaisselle qui sentait légèrement le moisi et retourna au salon. Léandre était toujours sur le canapé. « Je vais me coucher, » dit-elle. « D'accord, j'arrive bientôt. » Séraphine alla dans la chambre, enfila son pyjama, se mit au lit et ferma les yeux. Léandre arriva 2 heures plus tard. Il sentait son eau de Cologne chère. Il se mit au lit sans un mot. 5 minutes plus tard, il ronflait légèrement. Séraphine ouvrit les yeux dans le noir, tourna la tête et le regarda. Son mari, l'homme avec qui elle était depuis 10 ans, l'homme qui avait ignoré son message alors qu'elle hurlait d'agonie sur le carrelage d'une salle de bain. L'homme qui était sur le point de tout perdre. Elle ne ressentait pas de colère. Elle ne ressentait pas de tristesse. Elle ressentait quelque chose de bien plus dangereux, un calme complet. 5 jours passèrent. Séraphine agit avec une normalité impeccable. Elle préparait le petit déjeuner, maintenait l'appartement rangé, répondait à ses messages par des monosyllabes et souriait quand il lui parlait. Léandre ne remarqua absolument rien. Il était trop occupé à être Léandre. Lundi après-midi, alors que Séraphine passait en revue les relevés de cartes de crédit sur leur iMac partagé dans le bureau à domicile, Léandre entra, tenant un sac d'une boutique branchée.
Je t'ai acheté quelque chose, dit-il, laissant le sac sur le bureau. Séraphine sortit un pull en cachemire bleu. Il était une taille trop petite. Merci, dit-elle, dénuée d'émotion. Tu n'aimes pas? J'aime bien. C'est joli. Léandre se tint là, la regardant comme s'il s'attendait à une plus grande réaction. Quand elle ne vint pas, il haussa les épaules et alla à la cuisine. Séraphine se tourna vers l'ordinateur, poursuivant sa recherche, documentant chaque reçu, chaque course Uber, chaque mensonge. Mardi après-midi, pendant qu'il était au bureau, Séraphine ouvrit son email personnel sur l'iMac. Il ne s'était pas déconnecté. Il ne le faisait jamais parce qu'il ne pensait pas qu'elle oserait fouiner. Réservation d'hôtel, reçu de steakhouse, email avec Sloane qu'il avait oublié de supprimer. On se voit ce soir à notre endroit. J'ai hâte. Séraphine ne se doute de rien. Cette dernière phrase piqua plus que les autres. Elle prit des captures d'écran de tout, les enregistra dans un dossier crypté caché et les envoya par email à Clarisse. Cette nuit-là, Léandre rentra tard, près de 23 heures. Dîner avec les associés de Londres, dit-il, desserrant sa cravate. Ça a pris une éternité. Comment ça s'est passé? Bien. Je pense que nous allons conclure l'affaire. Il se versa un verre de vin et s'assit sur le canapé. Que as-tu fait? Rien. Regardez la télévision. Il prit une gorgée. Au fait, vendredi soir. J'ai un autre dîner avec eux. Séraphine hocha la tête. Elle ne posa pas de questions supplémentaires. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait déjà qu'il n'y avait pas d'associé de Londres vendredi. Vendredi, Léandre avait une réservation à l'hôtel Le Meurice sous le nom, elle, Vance et un invité. Monsieur Duval l'avait confirmé cet après-midi-là. Jeudi, Monsieur Duval appela, j'ai ce qu'il vous faut déjà. Je vous l'ai dit, s'il est arrogant, ça ne prendrait pas longtemps. Il est incroyablement négligent. Monsieur Duval laissa échapper un rire rauque. Photo d'eux entrant ensemble à l'hôtel. Quittant l'hôtel, dans des restaurants. Je l'ai même surpris en train de lui acheter un collier dans une boutique de l'avenue Montaigne. Vous voulez que je continue ou est-ce suffisant? C'est suffisant. Envoyez-les par email crypté. Le mot de passe est ma date de naissance. Merci. Une dernière chose. Monsieur Duval fit une pause. Cette fille, Sloane, ce n'est pas la première. Séraphine sentit le sol s'effondrer sous elle. Quoi? Votre mari fait ça depuis des années. J'ai parlé à un contact à l'hôtel. Ils connaissent Léandre. Ils réservent une chambre au moins 2 fois par mois. Différentes femmes. Séraphine s'assit sur le bord du lit. Ses mains tremblaient. Combien? 3. Que j'ai pu fermement confirmer rien qu'au cours de la dernière année. Probablement plus. Je suis désolée. Non. Séraphine prit une profonde inspiration. Ne soyez pas désolée. J'avais besoin de savoir. Elle raccrocha. Elle s'assit sur le lit, fixant le mur. La chambre sentait son eau de Cologne, un parfum qui la faisait se sentir en sécurité autrefois et qui la rendait maintenant gravement nauséeuse. Elle ne pleura pas. Il ne lui restait plus de larmes pour Léandre. Son téléphone vibra. Clarisse. Monsieur Duval m'a envoyé le dossier. C'est une mine d'or pour la dissipation des actifs. Êtes-vous prête? Séraphine fixa la question pendant 1 minute entière. Puis elle tapa, oui. Bien. Demain matin, je dépose la requête au tribunal de Paris. Ayez tous les documents prêts, l'acte de l'appartement, les relevés bancaires, tout. D'accord. Et Fina, tu es presque à la ligne d'arrivée. Séraphine posa son téléphone sur la table de chevet. Léandre rentrerait dans 2 heures. Il entrerait, se doucherait et ferait comme si tout était parfait. Mais cette fois, Séraphine en avait fini de faire semblant. Cette fois, elle avait le contrôle. Elle se leva, alla au placard, prit un sac de voyage sur l'étagère du haut, le posa sur le lit et commença à faire ses valises.
Léandre rentra chez lui cette nuit-là à 23h30. Séraphine l'entendit glisser la clé dans la serrure. Ce clic métallique qu'elle connaissait par cœur. Après 10 ans, le tour de la poignée, la porte s'ouvrant. Elle était assise sur le canapé, sans télévision, sans téléphone, juste assise là, les mains sur les genoux, émanant un calme qui la terrifiait elle-même. « Salut », dit Léandre, fermant la porte. « Pourquoi fait-il si sombre ici ?» Séraphine alluma le lampadaire. Une douce lumière jaune qui projetait de longues ombres sur le parquet. Léandre la regarda et quelque chose dans sa posture le fit s'arrêter net. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Assieds-toi, Léandre. Je suis fatiguée. La journée a été longue. Assieds-toi. » Ce n'était pas une requête. C'était un ordre. Léandre cligna des yeux, désorienté, mais il obéit. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, drapant sa veste de costume sur le dossier. Séraphine le regarda en silence un instant, mémorisant la façon dont il croisait les jambes, le pli entre ses sourcils, la Rolex à son poignet. Tout ce qu'elle avait autrefois trouvé attrayant lui semblait maintenant juste pathétique. « Tu connais Monsieur Duval ?» demanda-t-elle. Léandre fronça les sourcils. « Qui ? » ?»« C'est un détective privé. Très bon, d'ailleurs. Discret, travaille vite. » La confusion sur le visage de Léandre commença à se transformer en autre chose. Une gêne. « De quoi parles-tu ? » Séraphine prit son téléphone sur la table basse, fit glisser l'écran, ouvrit le dossier que Monsieur Duval avait envoyé et retourna le téléphone pour que Léandre puisse le voir. Voici la première photo. Léandre et Sloane entrant à l'hôtel Le Meurice. Elle portait une robe rouge. Sa main était posée bas sur son dos. Léandre devint livide. Séraphine fit glisser. Elle passa à la photo suivante. Les deux quittant l'hôtel le lendemain matin. Glisser. Un restaurant de steak. Glisser. Achetant des bijoux sur l'avenue Montaigne. Glisser. S'embrassant dans une ruelle de Saint-Germain-des-Prés. Il y a 43 photos, dit Séraphine d'une voix neutre. Prises au cours des 7 derniers jours. Monsieur Duval est très efficace. Léandre ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Je peux expliquer. Non. Séraphine posa le téléphone face contre table. Tu ne peux pas. Séraphine, écoute-moi. C'est un malentendu. N'insulte pas mon intelligence plus que tu ne l'as déjà fait. Elle le coupa, se penchant en avant. J'ai des photos. J'ai des SMS. J'ai les relevés de carte de crédit de l'hôtel. J'ai les reçus de restaurant. J'ai tout. Le silence qui suivit était d'une lourdeur suffocante, comme si l'air de l'appartement s'était transformé en plomb. Léandre passa les mains sur son visage et prit une inspiration rauque. Quand il parla, sa voix était creuse. Depuis combien de temps sais-tu ? Est-ce que ça importe ? Oui. 2 semaines. Depuis que tu m'as laissé seule dans un lit d'hôpital pendant que tu étais les 2 pieds dans le plat avec Sloane dans un hôtel. Léandre serra les yeux. C'était une erreur. Non. Séraphine laissa échapper un court rire sec. Une erreur, c'est d'acheter la mauvaise marque de lait. C'est une décision que tu as prise chaque jour pendant des mois. Des années en fait, selon Monsieur Duval. La tête de Léandre se releva. Tu pensais que Sloane était la seule ? Monsieur Duval en a trouvé au moins 3 au cours de la dernière année. Il y en avait probablement plus, mais je ne voulais pas gaspiller plus d'argent en poursuivant l'enquête. La couleur revint au visage de Léandre, mais cette fois ce n'était pas de la panique. C'était de la colère. Tu as engagé un détective privé ? Tu es folle ? Non, dit Séraphine en se levant. Je suis saine d'esprit pour la première fois depuis très longtemps. Léandre se leva aussi, faisant un pas vers elle. Tu as la moindre idée de ce que cela pourrait faire à ma réputation ? À ma société ? Séraphine le regarda droit dans les yeux. Je m'en fiche. Séraphine, tu es ma femme. Plus maintenant.
Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux comme une lame de guillotine. Léandre recula d'un pas. Quoi? Demain matin, mon avocat déposera la requête en divorce au tribunal de Paris. Elle a déjà toute la documentation, photos incluses. Tu ne peux pas faire ça. C'est fait. Léandre secoua violemment la tête comme s'il pouvait physiquement secouer la réalité. Fina, réfléchis. Tu n'as pas à faire ça. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons, Séraphine laissa échapper un rire fort et sincère qui résonna dans la pièce au plafond. Léandre, tu m'as laissé effondrer sur le sol d'une salle de bain. Tu as ignoré mes messages. Tu as choisi une autre femme au moment exact où je pensais que je mourrais. Quelle partie de ça peut être réparée en thérapie de couple? C'était une erreur, je te l'ai déjà dit. Et je t'ai déjà dit que je m'en fiche. Léandre réduisit la distance entre eux, baissant la voix au chuchotement comme si la douceur pouvait réécrire l'histoire. Fina, s'il te plaît. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Tu ne peux pas simplement jeter ça. Pourquoi? L'interrompit-elle. Pour une aventure? Pour 3? Pour celle que je ne connais même pas. Elle fit un pas vers lui, le forçant à maintenir son regard. Tu l'as déjà jeté, Léandre. J'admets juste que c'est à la poubelle. Tu laisses ta colère prendre des décisions. Quand tu te calmeras, je suis parfaitement calme. Léandre serra les poings, la mâchoire contractée, les yeux brillants d'une chose qui aurait pu être des larmes ou de la rage, ou les deux. Pendant une fraction de seconde, Séraphine aperçut un aperçu de l'homme qu'elle avait rencontré à 20 ans. Celui qui avait fait sa demande en mariage sur une plage enneigée de Deauville, les mains tremblantes. Celui qui avait pleuré à leur mariage. Celui qu'il avait un jour sincèrement aimé. Mais cet homme était parti. À sa place se trouvait un étranger portant son visage. Un homme qui avait choisi son ego plutôt que l'amour, les mensonges plutôt que la vérité, et Sloane plutôt qu'elle, maintes et maintes fois. Et l'appartement? L'argent, demanda Léandre, sa voix maintenant teintée de désespoir. Nous vendons l'appartement ou tu me rachètes ma part. Mon avocat s'occupe des formalités. Séraphine esquissa un sourire froid et minuscule. Et concernant l'argent, la justice voit d'un très mauvais œil les époux qui dissipent les fonds matrimoniaux pour leur maîtresse, surtout lorsqu'il y a une trace écrite irréfutable. Séraphine ramassa son sac de voyage du sol près du canapé. La projection est une drogue puissante. Léandre, où vas-tu? Un hôtel. Puis un nouvel appartement. Je resterai loin tant que ce ne sera pas réglé. Tu ne peux pas partir. Léandre lui barra le chemin avec son corps. Fina, s'il te plaît. Nous devons parler. Écarte-toi. Non, pas avant, écarte-toi ou j'appelle le 17 tout de suite. Quelque chose dans son ton, l'autorité glaciale et absolue dénuée de toute hystérie, fit que Léandre recula lentement, comme si chaque muscle lui faisait mal. Séraphine passa devant lui sans un regard en arrière. Elle ouvrit la porte d'entrée, marqua une pause sur le seuil et regarda par-dessus son épaule. Au fait, dit-elle d'une voix égale, Sloane recevra également une copie de ses photos, gracieusement fournie par Monsieur Duval, juste pour qu'elle sache que tu n'étais pas aussi exclusif avec elle qu'elle le pensait. Elle referma la porte avant qu'il ne puisse répondre. Séraphine descendit les escaliers, son sac cognant à chaque marche. Thump, thump, thump. Elle sortit dans la rue. La nuit parisienne sentait l'asphalte humide et la nourriture frite du restaurant de nuit du coin. Un groupe d'étudiants de la salle passa en riant bruyamment. Un couple se disputait près d'un arrêt de bus. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Clarisse. C'est fait, dit Séraphine quand sa cousine décrocha. Comment l'a-t-il pris? Exactement comme on s'y attendait. Tu vas bien? Séraphine resta silencieuse un instant, levant les yeux vers la fenêtre éclairée de son appartement. Léandre se tenait près de la vitre, regardant en bas. Quand leurs regards se croisèrent à 3 étages de distance, il recula dans l'ombre. Oui, dit Séraphine. Je vais bien. 4 mois plus tard,
Séraphine était assise dans le bureau de Clarisse à Lyon, signant une pile de documents de règlement quand son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. C'est un salaud. Séraphine fixa le message, puis fit glisser le téléphone sur le bureau vers Clarisse. Sloane, dit Clarisse, sans lever les yeux des documents. Monsieur Duval lui a envoyé le dossier hier. On dirait qu'elle ne savait pas que Léandre avait un tableau de chasse. Clarisse esquissa un sourire narquois. Elle est furieuse contre lui. Pas contre moi. Eh bien, probablement contre toi aussi, mais surtout contre lui. Le téléphone vibra à nouveau. Savais-tu ce que ton mari faisait? Sais-tu combien d'autres il y a eu? Séraphine répondit. Oui, c'est pourquoi je le divorce. Bonne chance avec lui. Elle bloqua le numéro. Clarisse leva sa tasse de café glacé. Aux femmes qui cessent de couvrir les hommes médiocres. Séraphine cogna sa bouteille d'eau contre la tasse. À nous. 6 mois plus tard, Séraphine entra dans un café indépendant et chaleureux de Montmartre, le genre avec des chaises vintage dépareillées et une pancarte « Aide demandée » scotchée à la vitre qui était là depuis 1 an. Elle commanda un café filtre. C'était un samedi matin. Le soleil matinal vif traversait les fenêtres sales, illuminant les poussières qui dansaient dans l'air comme des paillettes bon marché. Elle s'assit près de la fenêtre avec un exemplaire du Chicago Tribune qu'elle avait acheté à un kiosque. Elle ne le lut pas. Elle avait juste besoin de quelque chose à faire avec ses mains. Le barista, un gars avec un piercing au septum et un t-shirt de groupe délavé, lui apporta son café. Elle le remercia et il hocha rapidement la tête avant de retourner à la machine à expresso. Séraphine regarda par la fenêtre. Le quartier était vivant. Une femme luttant avec un caddie désespérément trop rempli. Un gars vendant des vêtements vintage depuis une camionnette. 2 enfants se poursuivant, vêtus de maillots de foot trop grands. Normal. Absolument normal. Et c'était la partie la plus étrange. À quel point la normalité lui semblait extraordinaire maintenant. Son téléphone vibra. Clarisse, comment ça va? Bien. Je bois un café. Comment ça va là-haut? Tranquille. Séraphine prit une gorgée de son café. Il était beaucoup trop chaud, mais elle s'en fichait. La musique folk indépendante diffusée par-dessus la noia. Elle pensa à Léandre. Selon Clarisse, les rumeurs dans le secteur financier parisien s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Des clients posant des questions, des associés perdant confiance. Le genre de dommages radioactifs silencieux qui ne font pas la une des journaux, mais qui rongent une carrière de l'intérieur. Elle ne ressentait aucune satisfaction, ni aucune pitié. Elle ne ressentait rien. Ou plutôt, elle ressentait quelque chose de bien meilleur que rien. Une indifférence complète. Le divorce avait été finalisé 4 mois auparavant. Il avait été rapide et brutal. Léandre avait cédé à presque toutes les demandes, probablement parce que ses avocats d'affaires lui avaient dit que contester une affaire de dissipation avec des preuves solides et un détective privé prêt à témoigner traînerait son nom dans un procès très public et très laid. L'appartement du Marais fut vendu. Séraphine prit sa moitié des capitaux propres. Léandre prit la sienne, nette, froide, équitable. Séraphine utilisa l'argent pour louer un bel, quoique petit, appartement d'une chambre à Montmartre. C'était un 3 pièces au 3e étage sans ascenseur. Les fenêtres donnaient sur une allée bruyante où les voisins se disputaient bruyamment à 2 heures du matin et où quelqu'un pratiquait mal la batterie le dimanche après-midi. C'était parfait. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Séraphine vivait dans un espace qui était entièrement le sien. Pas de compromis, pas de négociation, pas de question pour savoir si elle pouvait peindre un mur d'accent en bleu marine ou acheter une plante d'intérieur que Léandre jugeait désordonnée. Le premier mois avait été déroutant, se réveiller seule, cuisiner pour une, laver une seule assiette. Mais ensuite, elle s'y était habituée. Puis elle avait commencé à aimer ça. Et ensuite, elle avait réalisé que cette solitude choisie était infiniment meilleure que la compagnie forcée. Elle était retournée travailler, prenant un poste de comptable de niveau intermédiaire dans une entreprise de logistique de taille moyenne. Le salaire était moyen, mais ses collègues étaient gentils,
et personne ne lui demandait jamais pourquoi elle arrivait parfois avec des cernes sous les yeux, ou pourquoi elle fixait parfois ses feuilles Excel pendant 5 minutes d'affilée. Le jeudi, elle allait en thérapie. Sa thérapeute, Mireille, opérait depuis un bureau confortable du 18e arrondissement et avait un chat tigré orange qui venait fréquemment perturber les séances pour dormir sur les genoux de Séraphine. Pendant les premières semaines, Séraphine pleurait constamment pour les années perdues, pour les drapeaux rouges ignorés, pour s'être convaincue que le silence était la paix alors que ce n'était en fait que la peur. Maintenant, 6 mois plus tard, elle ne pleurait plus beaucoup. Maintenant, elle se contentait de parler, et c'était mieux. Quant à Léandre, d'après ce que Séraphine entendait par le bouche à oreille, il n'allait pas bien. Sa société lui avait discrètement demandé de se retirer des rôles en contact avec les clients après que le message de Sloane soit devenu viral parmi l'élite financière de la ville. Dans un monde où la confiance et l'image sont tout, Léandre était passé d'une étoile montante à un passif. Séraphine ne l'avait vu qu'une seule fois depuis la signature des papiers de divorce. C'était dans un supermarché G20. Il se tenait dans l'allée des surgelés, fixant les pizzas surgelées d'un air vide, comme s'il ne pouvait pas comprendre les choix. Il avait une barbe clairsemée, un sweat à capuche froissée et des baskets usées au lieu de ses habituels mocassins en cuir italien. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Il ouvrit la bouche, se déplaçant comme pour dire quelque chose. Séraphine tourna simplement son caddie dans l'allée des pâtes et continua de marcher. Elle ne courut pas. Elle ne se cacha pas. Elle continua juste à faire ses courses. Quand elle alla aux caisses, il était parti. Sloane avait disparu aussi. Son compte Instagram avait été supprimé après que les commentaires se soient retournés violemment contre elle, une fois que les gens eurent réalisé qu'elle n'était pas seulement une victime, mais une participante volontaire au premier stade. Quelqu'un avait dit qu'elle avait déménagé à Toulouse pour un nouveau départ. Séraphine ne prit pas la peine de vérifier. Elle s'en fichait. La seule chose dont elle était sûre, c'était que la relation de Léandre et Sloane s'était effondrée exactement 2 semaines après que tout ait éclaté. Selon Clarisse, la romance s'était brisée lorsque Sloane avait découvert que Léandre envoyait toujours activement des messages à 2 autres femmes. Tellement prévisible, avait dit Clarisse pendant qu'elle mangeait une pizza épaisse à la Pizzeria Popolare lors d'une visite le week-end. Les tricheurs ne subissent pas un éveil moral soudain. Ils trouvent juste de nouvelles personnes à qui mentir. Séraphine avait hoché la tête, mâchant un morceau de croûte. Elle ne dit rien. Elle n'avait plus rien à dire sur Léandre. Un mardi soir, Séraphine était dans son appartement de Montmartre, organisant son placard, lorsque la sonnette retentit. Elle descendit les escaliers et ouvrit la porte d'entrée. C'était Madame Dubois, son ancienne voisine du Marais. Elle tenait un plat Pyrex et un sourire timide. « Bonjour, ma chérie. Je passais par le quartier en rendant visite à ma sœur, et je me suis dit que je t'apporterais ce gratin de pâtes, comme tu l'aimes. » Séraphine sentit une chaleur fleurir dans sa poitrine, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Madame Dubois, vous n'auriez pas dû. »« Bien sûr que si. » Elle lui tendit le lourd plat en verre. « Comment allez-vous ? » ?»« Bien. Vraiment bien, en fait. Je suis contente de vous voir. » Madame Dubois la regarda avec ses yeux vifs et observateurs qui avaient vu des décennies de vie se dérouler dans cet immeuble. « Vous avez meilleure mine. Vous avez retrouvé votre lumière. » « Merci. » Elles se firent un câlin d'adieu sur le trottoir. Madame Dubois sentait le savon floral et la marque spécifique de lessive qu'il vendait chez Carrefour. Quand elle s'éloigna, Séraphine remonta, se tint dans sa petite cuisine, tenant le plat Pyrex chaud, et sourit, un sourire sincère et sans défense. Le samedi, Séraphine commença à sortir avec un groupe de femmes de son bureau. Elles allaient voir un film indépendant au cinéma indépendant du quartier, prenaient un verre dans un bar de quartier du 11e arrondissement, ou se promenaient simplement dans la rue de Rivoli pour faire du lèche-vitrine. Elles parlaient rarement des hommes. Elle parlait du travail, des podcasts de faits divers, de politique et d'un nouveau restaurant mexicain à Belleville qui aurait les meilleurs tacos al pastor de la ville. L'une d'elles, Tansin, lui demanda un soir devant des margaritas, « Alors, tu vois quelqu'un ?» Séraphine secoua la tête. « Non, je ne cherche pas non plus. »
Tu es sûr? Parce que mon cousin est un super gars. Totalement célibataire, je suis sûre, dit Séraphine, souriant chaleureusement. Pour l'instant, je veux juste passer du temps avec moi-même. Tansin hocha la tête et laissa tomber le sujet. Séraphine fut reconnaissante parce que c'était l'absolue vérité. Elle n'avait besoin de personne pour se sentir complète. Plus maintenant. Fin octobre, Séraphine marchait dans la rue de Rivoli dans le centre, une zone qu'elle évitait habituellement car elle était bondée de touristes et de collecteurs de signatures agressifs, lorsqu'elle vit un jeune couple se disputer près de l'entrée des Galeries Lafayette. Le gars élevait la voix et la fille pleurait, fouillant frénétiquement dans son sac à main, les mains tremblantes. « Tu fais toujours ça, siffla le gars. Tu en fais toujours tout un drame pour absolument rien. Ce n'est pas rien. Tu ne m'écoutes jamais. Oh, on y va. La victime. Tu es toujours la victime. » Séraphine s'arrêta net. Elle regarda la fille. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Son mascara était coulant, ses épaules voûtées défensivement. Séraphine s'approcha d'eux. « Tout va bien ici ?» Le gars lui lança un regard moqueur. « Qui êtes-vous » ? « Personne. » Séraphine l'ignora et regarda directement la fille. « Avez-vous besoin d'aide ?» La fille leva les yeux, ses yeux rouges grands ouverts et perdus. « Je ne me sens pas bien et elle va bien », l'interrompit le gars, saisissant le coude de la fille. « Elle est juste comme ça, dramatique. » Séraphine le fixa. « Vous savez quoi ? Partez. Elle et moi allons prendre un café. Vous n'êtes pas invité. » Le gars cligna des yeux, complètement décontenancé. « Vous ne pouvez pas juste me dire je viens de le faire. Partez. » Quelque chose dans le ton de Séraphine, l'autorité glaciale et absolue dénuée de toute hystérie, fit que le gars recula physiquement. Il marmonna un juron sous son souffle, lâcha le bras de la fille et s'éloigna en trombe vers la station de métro la plus proche. Séraphine se tourna vers la fille. « Café ?» La fille hésita une seconde, puis hocha la tête. Elles marchèrent jusqu'à un café tranquille près des jardins des Tuileries et commandèrent 2 lattes. Séraphine ne posa pas de questions. Elle s'assit simplement en face d'elle et attendit. Après 5 minutes à fixer la mousse, la fille parla enfin. « Nous sommes ensemble depuis 2 ans, et c'est toujours comme ça. Je fais quelque chose de mal, ou je dis quelque chose qu'il n'aime pas, et il le retourne pour me faire sentir que je suis folle. » Séraphine hocha lentement la tête. « Je sais exactement ce que ça fait. » « Vraiment ?» Séraphine prit une gorgée de son latte. « J'ai été mariée pendant une décennie à un homme qui me faisait me sentir invisible. Et quand je me suis enfin défendue, il a essayé de me convaincre que j'exagérais. » La fille la regarda, cherchant une bouée de sauvetage. « Qu'avez-vous fait ?»« Je l'ai quitté. » Séraphine sourit doucement. « Il m'a fallu des années pour réaliser que je devais le faire, mais je l'ai quitté. Et je suis plus heureuse maintenant que je ne l'ai jamais été. » « N'aviez-vous pas peur d'être seule au début ?» Terrifiée, dit Séraphine, posant sa tasse. « Mais finalement, vous réalisez qu'être seule est infiniment mieux que d'être avec quelqu'un qui vous fait activement vous sentir petite. » La fille resta silencieuse, traçant le bord de sa tasse. Puis dans un murmure, elle dit « Je crois que je dois le quitter. Je crois que vous avez raison. » Elles restèrent assises ensemble un peu plus longtemps. Avant de se séparer, la fille demanda le numéro de Séraphine juste au cas où elle aurait besoin de parler à quelqu'un. Séraphine le lui donna. Quand elles sortirent du café, la fille lui fit un câlin serré. « Merci. »« De rien. » Séraphine la regarda s'éloigner, puis se dirigea vers la ligne 4 du métro. Elle la prit pour rentrer à Montmartre, monta les 3 volets d'escalier et déverrouilla sa porte. Silence. Son silence. Et pour la première fois depuis très longtemps, ce silence n'était pas effrayant. Il était profondément paisible. Décembre arriva avec des vents mordants et des chutes de neige incessantes dues à l'effet de lac. Paris s'illumina pour les fêtes. Le marché de Noël prit place sur la place de la Concorde, sentant le vin chaud et les châtaignes grillées. Les gens envahirent les Champs-Élysées,
portant d'énormes sacs de courses. Séraphine passa la veille de Noël avec sa mère et sa sœur dans la banlieue de Versailles. Elles mangèrent un énorme jambon miel et gingembre, burent trop de vin rouge et regardèrent La vie est belle au coin du feu. Personne ne mentionna Léandre. C'était le plus beau cadeau qu'elle ait reçu de toute l'année. La veille du Nouvel An, Séraphine resta chez elle, non par obligation, mais par choix. Clarisse l'avait invitée à Lyon. Tansin organisait une grande fête dans un loft du 11e arrondissement, et sa mère l'avait suppliée de revenir à Versailles, mais Séraphine les refusa toutes. Elle voulait être seule pour clôturer l'année selon ses propres termes. Elle prépara une énorme assiette de pâtes, but une bouteille de vin bon marché, et mit la musique à fond. The Killer, Fleetwood Mac, Florence plus The Machine. Toute cette musique forte et émouvante que Léandre appelait un « bruit insupportable ». Elle dansa seule dans son salon, vêtue d'un jogging. À 23h55, elle sortit sur sa petite échelle de secours. De là, elle pouvait voir la lueur de la ligne d'horizon, les lumières, le bruit, le pouls de la ville. Le compte à rebours commença, résonnant depuis la télévision d'un voisin. 3-2-1 des feux d'artifice éclatèrent sur la scène, peignant les nuages bas en éclats de rouge et d'or. Paris applaudit, klaxonna, célébra, vécut. Séraphine leva son verre de vin bon marché vers l'air glacial de la nuit. Bonne année, dit-elle à voix haute, à personne, à elle-même, et elle sourit, un sourire massif, réel et libéré. Parce que pour la première fois de sa vie, Séraphine Vance n'attendait personne pour la sauver. Elle s'était déjà sauvée elle-même. 1 an et demi plus tard, Séraphine était assise sur la terrasse d'un bar du quartier des Batignolles, l'un de ces endroits branchés avec des murs en briques apparentes, des plantes suspendues et des tables en bois recyclé, buvant une bière artisanale avec Tansin et 2 autres collègues. C'était un vendredi après-midi. Le soleil de mai était fort, mais la brise venant de la Seine le rendait parfait. Elle parlait de choses triviales, d'une série Netflix que tout le monde regardait, de leur nouveau patron micromanager, des plans pour le prochain long week-end de 3 jours. Normal. Absolument normal. Et c'était exactement ce dont Séraphine avait besoin. Son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit. Un texto d'un numéro inconnu. Salut Séraphine, c'est Chloé. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois dans la rue de Rivoli. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. J'étais la fille qui pleurait en se disputant avec mon ex. Vous m'avez offert un café. Séraphine prit une seconde pour situer le nom, puis sourit chaleureusement. Oui, je me souviens. Comment allez-vous? Bien. Tellement mieux. Je l'ai quitté il y a 8 mois, et je voulais juste vous dire merci. Ce jour-là, vous m'avez fait réaliser que je n'étais pas folle et que je méritais mieux. Je suis si heureuse de l'entendre, Chloé. Comment vont les choses maintenant? Je vis seule. J'ai commencé une thérapie. J'ai repris mes études pour mon master et je suis heureuse. Ou du moins, j'apprends à l'être. C'est la partie la plus importante. Merci. Sérieusement, je ne sais pas ce qui me serait arrivé si vous n'étiez pas venu ce jour-là. Séraphine lut le message 2 fois, puis répondit, vous n'avez pas à me remercier. Vous avez fait le plus gros du travail. J'étais juste là. Mais merci de me le dire. Continuez à prendre soin de vous. Je le ferai. Vous aussi. Elle verrouilla son téléphone et le remit dans sa poche. Tansin la regarda. Tout va bien? Oui. Séraphine prit une gorgée de sa bière. Tout va très bien. Cette nuit-là, Séraphine rentra chez elle à Montmartre. Elle monta les 3 volets d'escalier sans même plus perdre son souffle. Elle déverrouilla la porte. L'appartement sentait la bougie vanille qu'elle avait éteinte ce matin avant le travail. Elle retira ses chaussures, enfila son pyjama doux, prépara une salade et mangea sur le canapé pendant qu'un documentaire de faits divers passait en arrière-plan. Quand elle eut fini, elle lava son assiette, se sécha les mains et se tint près de la fenêtre de la cuisine, regardant l'allée. Quelqu'un dans l'immeuble d'en face pratiquait le clavier. Ils étaient terribles, mais ils essayaient. Séraphine sourit, alla dans sa chambre et ouvrit le tiroir de sa table de chevet.
Elle en sortit un carnet à spirale bon marché qu'elle avait acheté dans une supérette du coin. Les pages étaient remplies de son écriture désordonnée, de pensées, de réflexions, de colères fragmentées, de choses qu'elle écrivait depuis le divorce. Elle tourna à la toute première entrée, écrite le jour où elle avait été libérée de l'hôpital. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que je ne peux plus survivre en vivant comme ça. Elle tourna à la dernière page, une entrée d'il y a 2 semaines. Je me suis réveillée aujourd'hui et je n'ai pas pensé à lui une seule fois. Je crois que je suis enfin libre. Elle referma le carnet, le remit dans le tiroir, se glissa dans son lit, éteignit la lampe et dormit toute la nuit sans aucun cauchemar. 2 mois plus tard, Séraphine rentrait du travail dans le RER lorsqu'elle vit Léandre. Il était assis à l'extrémité du wagon. Il avait l'air épuisé. Il avait une barbe mal entretenue, un trench-coat froissé et fixait son téléphone d'un air vide et fatigué qu'elle connaissait autrefois si intimement. Leurs regards se croisèrent. Il ouvrit la bouche, déplaçant son poids comme pour se lever et dire quelque chose. Séraphine rompit simplement le contact visuel, regardant par la fenêtre tandis que le train roulait sur les rails. Le train arriva à son arrêt. Elle se leva, descendit du train et ne regarda pas en arrière. En marchant sur le quai vers la sortie, elle analysa ce qu'elle ressentait dans sa poitrine. Rien. Ni colère, ni tristesse, pas même un frisson vindicatif de satisfaction, juste une pure indifférence. Et c'était une victoire plus douce que toute vengeance qu'elle aurait pu comploter. Un samedi de septembre, Séraphine rangeait l'arrière de son placard lorsqu'elle trouva une vieille boîte en carton poussée dans un coin. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photos de son mariage, des vacances à Chamonix, des dîners avec des amis communs auxquels elle ne parlait plus. Elle prit une photo en particulier. Elle et Léandre debout dans la neige au Canada, souriant, heureux, ou du moins simulant le bonheur pour l'appareil photo. Séraphine fixa la photo pendant 1 minute entière. Puis elle la déchira en 2, puis en 4, puis en 8. Elle jeta les morceaux à la poubelle, non pas par colère, non pas par dépit, mais simplement parce qu'elle n'avait plus besoin de porter le poids de souvenirs qui n'avaient jamais vraiment été réels. En octobre, Clarisse vint à Paris pour une visite. Elles déjeunèrent dans un restaurant vietnamien branché du 11e arrondissement. Elles mangèrent du PH et des rouleaux de printemps et rirent jusqu'à en avoir mal aux côtes. « Fina, tu as l'air si différente, » dit Clarisse, essuyant une larme en riant trop fort. « Différente comment ? » ?»« Je ne sais pas. » Clarisse la regarda attentivement. « Plus légère. Comme si tu t'étais débarrassée d'un énorme rocher sur les épaules. » Séraphine hocha la tête. « C'est le cas. Il m'a fallu 36 ans, mais je l'ai finalement enlevé. »« Et qu'est-ce que ça fait ?» Séraphine réfléchit à la question. Elle pensa à la façon dont elle aurait répondu 2 ans auparavant, terrifiée et se vidant de son sang sur le sol d'une salle de bain. « Ça a le goût de la liberté, » dit-elle finalement. « Comme si je n'avais plus à demander la permission d'exister. » Clarisse leva son verre de vin. « À la liberté. » Séraphine cogna son verre d'eau contre le sien. « À la liberté. » En décembre, la mère de Séraphine l'appela. « Ma chérie, je viens de croiser la mère de Léandre à la grande épicerie du 16e. Elle a demandé de tes nouvelles. » Séraphine était devant la cuisinière, remuant une marmite de soupe aux lentilles. Elle baissa le feu. « Et qu'as-tu dit ? » ?»« Que tu allais merveilleusement bien, que tu avais complètement reconstruit ta vie. » Sa mère fit une pause. « Elle m'a aussi dit que Léandre allait horriblement mal. Sa firme a failli couler. Il a été rétrogradé et il est, je ne sais pas, déprimé ou quelque chose comme ça. » Séraphine remua les lentilles en silence. « Fina, tu es toujours là ? » ?»« Oui, maman. Je suis là. » »« Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça ?» Séraphine prit un moment. Elle pensa au Léandre qu'elle avait rencontré, l'homme confiant et arrogant qui ne s'excusait jamais parce qu'il ne croyait jamais avoir tort. Et puis elle pensa à elle-même. La femme qu'elle était. Celle qui se rapetissait. Celle qui s'excusait de prendre de la place chez elle. « Je ne ressens rien, maman, » dit-elle finalement. « Et est-ce une bonne chose ?» Sa mère soupira lourdement à l'autre bout,
un son de profond soulagement. Dieu merci, ma chérie. Je suis si contente. Le nouvel an arriva à nouveau. Cette fois, Séraphine ne resta pas seule chez elle. Elle alla à la fête que Tansin organisait dans son loft du 11e arrondissement. L'endroit était bondé de monde, de musique forte, de rires, de champagne bon marché et de bols de chips. À minuit, tout le monde se pressa sur le toit terrasse. Ils crièrent, s'embrassèrent, soufflèrent dans des cotillons. Séraphine regarda la ligne d'horizon de Paris, les gratte-ciels imposants, la grille des lumières de la ville, les feux d'artifice éclatant sur la Seine, la ville qu'il avait vue se briser en morceaux et se reconstruire discrètement. Quelqu'un la bouscula, lui tendant une flûte en plastique de champagne. « À quoi portons-nous un toast ?» demanda un gars barbu que Séraphine ne connaissait pas. « Au nouvel an » cria quelqu'un. « À la santé » cria un autre. Séraphine leva sa coupe en plastique. « Aux secondes chances » dit-elle fort par-dessus le vent. « Et à ceux qui se les donnent à eux-mêmes. » Tout le monde applaudit. Le champagne était tiède et bien trop sucré, mais peu importait. Séraphine but. Elle sourit. Et elle vécut. En mars de l'année suivante, Séraphine marchait dans un marché aux puces un dimanche matin, parcourant des meubles vintage et de vieux disques vinyles lorsqu'elle vit une jeune femme pleurer sur un banc près de la sortie. Elle semblait avoir une trentaine d'années, son maquillage coulait sur ses joues, ses mains serrant son téléphone si fort que ses phalanges étaient blanches. Séraphine s'arrêta. Pendant une fraction de seconde, elle pensa à continuer son chemin. Ce n'était pas ses affaires. Elle ne la connaissait pas. Mais ensuite elle se souvint. Elle se souvint de l'hôpital, des messages ignorés, du carrelage froid de la salle de bain, de la solitude écrasante et suffocante. Elle s'approcha. « Tout va bien ?» La femme leva les yeux, ses yeux injectés de sang. « Non. Vous voulez en parler ?» La femme la regarda, hésita, puis hocha la tête. Séraphine s'assit sur le banc à côté d'elle. La femme raconta une histoire de mari qu'il ignorait. Des messages laissés en lus. Des promesses brisées. Des années à se sentir complètement invisible. Séraphine écouta. Elle n'interrompit pas. Elle se contenta d'écouter. Quand la femme eut enfin fini, s'essuyant le nez avec un mouchoir, Séraphine la regarda. « J'ai vécu exactement la même chose et j'y ai survécu. Ce qui signifie que vous y survivrez aussi. Comment savez-vous ? Parce que vous êtes assise ici en train de pleurer. Vous ressentez encore des choses. Et cela signifie que vous avez encore de la combativité en vous. » Séraphine posa une main chaude sur l'épaule de la femme. « Le jour où vous ne ressentirez plus rien, c'est le jour où vous devrez vous inquiéter. Mais aujourd'hui, pleurez autant que vous en avez besoin. Et demain, vous commencerez à vous battre pour vous-même. » La femme hocha la tête, essuyant ses larmes avec le dos de sa main. « Merci. Ne me remerciez pas, remerciez-vous vous-même. Quand vous finirez par franchir la porte. » Elles se séparèrent. Séraphine continua de marcher à travers le marché. Elle acheta du fromage artisanal, un pain au levain, un pot d'olive, des choses normales de tous les jours. Et en marchant vers la gare, les anses de son sac en toile reposant sur son épaule, elle pensa à quelque chose. Elle pensa à ces derniers mots qu'elle avait tapés à Léandre depuis le sol de la salle de bain. « Si tu ne peux pas venir, ce n'est pas grave. Je me débrouillerai. » À l'époque, elle les avait tapés par douleur, désespoir et terreur absolue. Mais maintenant, 1 an et demi plus tard, ces mots signifiaient quelque chose de tout à fait différent. Maintenant, ils étaient une prophétie accomplie. Parce que Séraphine s'était débrouillée elle-même, elle avait survécu à ses propres conditions, sans attendre qu'un homme arrive pour la sauver. Et cela, finalement, était infiniment plus puissant que n'importe quelle miette d'amour qu'elle avait jamais mendié à Léandre. Parce que l'amour qui comptait vraiment, l'amour qui avait physiquement changé la trajectoire de sa vie, était l'amour qu'elle avait finalement décidé de se donner.